Mes chers collègues, je souhaite tout d'abord vous faire part des regrets de notre présidente qui ne peut introduire nos débats ce matin, retenue par le conseil d'administration de France Télévisions où elle représente le Sénat, l'ayant appris il y a très peu de temps. Elle est d'autant plus désolée qu'elle avait souhaité vivement que cette table ronde soit organisée pour faire le bilan de la commission d'enquête de 2013 sur la lutte contre le dopage. Avant de laisser la parole à notre collègue Jean-Jacques Lozach, qui était rapporteur de cette commission d'enquête et qui va nous remettre en perspective ces travaux, je voudrais vous indiquer que la synthèse des travaux vous a été distribuée. J'accueille maintenant entre notre nom à tous les participants à cette table ronde, Madame Valérie Fourneron, ancienne ministre des Sports et de la Jeunesse, et présidente de l'autorité de contrôle indépendante de l'Agence mondiale antidopage. Monsieur Skander Kara, conseiller au cabinet de la ministre des Sports, accompagné de monsieur Michel Lafon, chef du bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la lutte contre le dopage au ministère des Sports. Monsieur Alain Calmat, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, médaillé olympique, champion du monde, dernier relayeur de la flamme à Grenoble en 1968 et aujourd'hui président de la commission médicale du CNOSF. Monsieur Antoine Marcelot, directeur des affaires juridiques et institutionnelles, et monsieur Damien Ressiot, directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Avant de laisser la parole à nos invités, je vous propose donc à notre collègue Jean-Jacques Lozach de nous rappeler les conclusions de la commission d'enquête de 2013, non sans vous indiquer que cette table ronde est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Il interviendra sur 10 minutes et ensuite vous interviendrez dans le sens des présentations pendant 10 minutes également. Monsieur Lozach. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Le micro. Ah, ça commence mal. Oui. Alors, je disais, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Conseiller spécial de Madame la Ministre, Messieurs les représentants de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, chers collègues, je suis heureux que notre commission organise cette table ronde pour faire le point sur la lutte contre le dopage, près de 6 ans après la publication du rapport de la commission d'enquête sénatoriale, dont j'avais été le rapporteur aux côtés de notre collègue Jean-François Humbert, son président. Je rappelle d'ailleurs un élément de contexte. Cette commission avait été mise en place juste après les révélations de l'affaire Armstrong. Les enjeux identifiés sont multiples, étaient multiples et le sont toujours. L'équité sportive, c'est-à-dire l'égalité des chances face à la performance sportive. La santé publique, on a recours à des produits de plus en plus dangereux. L'enjeu économique et médiatique, par exemple, la fortune d'Armstrong était estimée à 100 millions de dollars en fin de carrière. Et le marché international du dopage sportif est estimé aujourd'hui à environ 10 milliards d'euros. Et puisque je parle d'Armstrong, ses gains par an, lorsqu'il était vraiment au sommet de sa carrière, s'élevaient à environ 23 millions d'euros pour un budget dopage estimé à 100 000 euros. Donc, vous faites le rapprochement entre les deux. L'enjeu judiciaire, puisque nous sommes en présence de trafic de produits interdits, de produits illicites, avec un système de tolérance zéro. L'égalité de traitement à l'intérieur des disciplines ou entre pays, notamment en termes de sanctions, ou bien encore un enjeu concernant l'utilisation efficace de l'argent, tout simplement, de l'argent public, mais également de l'argent privé. Je pense notamment à ASO, qui finance aussi la lutte antidopage, autour de 700 000 euros par an. Nous avions titré notre rapport « Avoir une longueur d'avance ». 6 ans après, et alors que se profile l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023, l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous pourrions sans doute nous donner un objectif plus modeste, mais tout aussi fondamental, arriver à l'heure. Notre commission d'enquête avait abouti à 60 propositions. Nous n'allons pas, bien évidemment, avoir le temps de les réexaminer toutes, mais il me semble important que nos échanges permettent à la fois d'identifier les avancées majeures qui ont eu lieu et les principaux obstacles qui restent à franchir. La synthèse du rapport de la commission vous a été distribuée. Vous y retrouverez en particulier les principales propositions qui avaient été regroupées en 7 chapitres. C'est ce qu'on avait appelé les 7 piliers. Connaître, prévenir, contrôler, analyser, sanctionner, pénaliser, coopérer.
Mon sentiment, avant d'ouvrir le débat, c'est que la lutte contre le dopage n'a pas encore été hissée au rang d'objectif prioritaire de nos politiques publiques. On se souvient, n'est-ce pas, Monsieur le Président, de nos débats à l'intérieur de la Commission lors de chaque exercice budgétaire, concernant notamment le financement de la FLD par l'État. Certes, c'est une politique qui fonctionne, et je dirai dans un instant un mot du travail de la FLD, mais j'ai le sentiment qu'une rupture symbolique était nécessaire avec les pratiques établies dans certaines disciplines. Nous l'avions proposé, par exemple, à travers la création, un peu provocatrice, d'une commission intitulée « Vérité et conciliation » sous l'égide du mouvement sportif. Or, cette reconnaissance de culpabilité collective, entre guillemets, n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, le soupçon n'a cessé de s'étendre à de nouvelles disciplines et à de nouvelles pratiques. Je pense notamment à ce lieu qui parfois devient un lieu de trafic, c'est-à-dire certaines salles de sport, culturisme, bodybuilding, remise en condition physique, etc. Et ce ne sont pas les dérives récentes des fédérations russes qui peuvent nous rassurer sur les agissements en cours dans d'autres pays. Heureusement, le bilan n'est pas seulement négatif. Des progrès ont été réalisés qui vont améliorer grandement l'action de la FLD. Je pense notamment à la nouvelle procédure de reconnaissance de culpabilité. Je pense aussi à la création d'une commission des sanctions indépendante depuis le 1er septembre 2018. Et je ne saurais enfin oublier le futur laboratoire de Saclay, qui lui aussi bénéficiera d'une indépendance renforcée et de liens étroits, aussi bien avec le monde de la recherche que le monde universitaire. Je mentionnerai également le plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes qui prenait effet à partir de 2015 et qui, selon les dires du ministère de l'époque, était directement inspiré des préconisations de notre commission. Nous avions pointé les difficultés auxquelles la lutte antidopage était confrontée, la loi du silence, l'internationalisation des trafics, Internet, puisque en 48 heures, on peut se faire livrer à domicile de l'EPO, par exemple, les pressions politiques et la complicité institutionnelle, on l'a vu pour les JO de Sotchi, mais je pense que Marie-Georges Buffet aurait également pu témoigner de certaines circonstances, de certains faits au moment de la Coupe du Monde de football 98, les difficultés de détection, par exemple l'autotransfusion sanguine, l'apparition de nouveaux produits individualisés, l'audiovisuel, y compris d'ailleurs l'audiovisuel public, peu motivé, peut-on dire, pour des campagnes d'information, de sensibilisation, la formation des sportifs de haut niveau aussi. Nous avions vérifié en particulier le fait qu'il y avait très peu de séances de sensibilisation sur le dopage au sein des centres de formation des clubs sportifs professionnels. En un mot, avons-nous surmonté tout ou partie de ces difficultés? Certains chantiers ont commencé à avancer sans nécessairement aboutir. Je pense à la prévention qui constituait une de nos préconisations majeures. La commission d'enquête avait souhaité que la FLD retrouve une compétence en matière de prévention. Madame la présidente de l'agence évoquait dernièrement son action en matière d'information et d'éducation des sportifs et de leurs encadrants sur les dangers du dopage, mais également sur leurs droits et devoirs. Mais peut-on dire pour autant que l'agence a retrouvé un rôle majeur en matière de prévention? Il me semble que celle-ci est encore un peu dispersée entre différents acteurs, ce qui ne constitue pas un gage d'efficacité, en tout cas pas toujours. Un second chantier qui nous avait interpellés concerne les modalités de contrôle ne reposant pas sur des analyses biologiques, ce qu'on appelle parfois les preuves non objectives. Nous savons tous qu'il est difficile de confondre les contrevenants et que les enquêtes doivent croiser les éléments de preuve. Est-ce que l'on a pu sérieusement progresser dans ce domaine? Voilà pour commencer ce débat quelques points d'interrogation, chers collègues. Nous aurons bien sûr des questions à poser aux intervenants à l'issue de leurs interventions. Je pense notamment à un sujet d'actualité, mais sur lequel je suis persuadé que des intervenants vont revenir. C'est ce qui fait couler un petit peu d'encre dans la période actuelle, le transfert des activités de contrôle des CIRAD vers l'AFLD, les CIRAD étant les conseillers interrégionaux antidopage. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Lozach, pour ce bilan très exhaustif de cette mission 2013. Madame la ministre Fourneron, si vous souhaitez, pendant 10 minutes, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Mesdames et Messieurs, effectivement, lors de la mission qu'avait conduit le président Jean-Jacques Lozach à cette époque de cette commission en 2013, j'avais à cette occasion été auditionné
comme membre de l'Agence mondiale antidopage, puisque à cette date, je représentais le continent européen au sein de l'Agence mondiale antidopage. Comme vous le savez, l'Agence mondiale antidopage, depuis sa création, est 1999, mais un fonctionnement effectif à partir de 2000, a un fonctionnement, une gouvernance qui est paritaire entre le mouvement sportif et les autorités publiques, et en particulier chaque continent désigne un membre donc, pour siéger au titre donc, continental. Donc j'avais eu cette responsabilité, cet honneur de représenter le continent européen en 2012 et donc pendant 2 ans, 2012-2013. Aujourd'hui, c'est dans une toute autre fonction que je me présente à vous, et je voudrais lever vite une ambiguïté qui est sur mon chevalet. Je ne représente pas l'AMA et je ne suis pas une instance de l'Agence mondiale antidopage. Pour être tout à fait honnête et dire surtout de critiquer personne, le premier communiqué AFP en France, et donc le débat sur les médias n'est pas mon propos ce matin, mais a titré sur le fait que l'AMA m'avait désigné comme présidente donc, de l'International Testing Agency, donc de l'agence de test internationale. En réalité, cette agence est une fondation totalement indépendante. Alors, j'explique très simplement. L'Agence mondiale antidopage a un rôle majeur qui est de faire le code, de faire les standards, de faire finalement ce qui est la règle commune pour tous les athlètes, pour toutes les fédérations internationales, pour tous les pays, pour tous les laboratoires, pour tous les médecins contrôleurs. Bref, ils font la règle. Et l'autorité, donc l'agence que je préside aujourd'hui, que j'ai le plaisir de présider depuis que j'ai été désigné donc, au début de l'année 2018, est une agence qui fait les contrôles antidopage. C'est-à-dire que nous avons créé une structure à la suite de l'affaire russe. Donc, dès 2015, le mouvement olympique a commencé à s'interroger sur comment est-ce que cette partie du contrôle antidopage pouvait être réalisée par une structure indépendante du mouvement sportif, des États, et donc pouvait être vraiment une structure indépendante. Pourquoi ? Parce que, la situation du contrôle antidopage, la lutte antidopage est de plus en plus complexe, nécessite énormément d'expertise, et que toutes les fédérations internationales, malgré pour la grande majorité d'entre elles et tout le mouvement sportif, malgré pour la grande majorité des CNO et autres, ne peuvent pas avoir une expertise scientifique, de recherche, d'évaluation des risques qui soit au niveau de chaque fédération. Alors on a vu 2 grandes fédérations internationales à la suite de leurs affaires créer des commissions internes, c'est la CADF de l'Union cycliste internationale et c'est l'autorité intégrité internationale de la Fédération internationale d'athlétisme. Mais je veux dire, ils ont néanmoins créé ces structures en interne et surtout, ils ont des moyens que n'ont peut-être pas les autres fédérations et que n'ont sûrement pas les autres fédérations internationales. D'où l'idée, d'avoir un outil qui serait totalement indépendant, qui serait expert et qui permettrait finalement d'éviter, comme on dit, le conflit d'intérêts réel ou perçu entre un mouvement sportif qui contrôle, qui fait le planning, qui évalue les résultats et qui gère les résultats de ses propres athlètes. D'où ce travail qui a été mené donc, à partir des premiers éléments sur l'affaire russe et qui a conduit à d'abord un groupe plutôt technique, ensuite un groupe plutôt politique, où il y avait à la fois des représentants des États, à la fois des représentants du mouvement sportif et des représentants des agences nationales. Et donc on a ainsi construit finalement un outil qui est aujourd'hui devenu cette agence de contrôle international. Et pourquoi est-ce qu'on dit l'AMA ? Parce qu'on a voulu que ce processus, la nomination des 5 membres du board, que j'ai donc le plaisir l'honneur de présider, fasse l'objet d'un processus de nomination réellement indépendant. Et donc, il y a eu un comité ad hoc qui a été nommé. Donc, nous avons été nommés après un processus pour voir si nous étions, je vais dire, dignes de présider ce board. Et donc, du coup, il a été dit, l'AMA a désigné
la main n'a pas désigné. C'est une structure qui est une fondation suisse aujourd'hui, alors dont le capital a été apporté par le CIO, capital qui par définition n'y touche pas, et donc il y a un board de 5 personnes, avec à la fois les athlètes, le mouvement sportif, le CIO, et donc moi-même, et surtout une direction opérationnelle. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a créé un outil qui, en 8 mois, est passé de 1 directeur général à 25 personnes aujourd'hui, de 16 nationalités différentes, avec cet objectif qui est tout simplement, mais qui est ambitieux, que tous les athlètes, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur pays, puissent être traités de la même façon, alors qu'il n'y a qu'un code. On sait qu'il y a en réalité encore, malheureusement, de grosses différences. Et donc, cette agence internationale, donc il y a aujourd'hui 25 personnes, a un département des tests, qui donc fait le planning pour les fédérations internationales ou pour les événements majeurs, à commencer par les Jeux Olympiques, et ça sera le cas pour les Jeux de Paris, ça vient d'être le cas pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, ça a été le cas sous une forme qui était encore embryonnaire au moment des Jeux de Pyeongchang, et donc il y aura une délégation de toute la partie contrôle antidopage, c'est-à-dire les tests, donc en compétition, en dehors des compétitions, faire le planning de ces tests avant les compétitions, pendant la compétition. Et donc faire le planning, c'est évaluer les risques. Et donc on a du coup des outils qui sont de plus en plus, on va dire, intelligents pour combiner des paramètres que l'on a pu avoir dans le département intelligence et investigation de l'Agence mondiale, sur des informations qu'on peut avoir des services douaniers, enfin, sur le passé d'un certain nombre de sportifs, sur les pays plus à risque que d'autres, etc. Donc évaluer les risques. Donc ce département test, un département qui est plus science et donc médical, où là donc, on est plus sur l'approche scientifique, d'essayer de progresser, et des travaux sont lancés pour qu'on puisse, vous le savez, on est passé d'une ère au prélèvement urinaire, au prélèvement sanguin, au passeport biologique, à l'approche donc qui était plus intelligente et qualitative du contrôle antidopage. On réfléchit aussi à d'autres approches au niveau du contrôle antidopage, et ça nécessite bien sûr des moyens de recherche. Un département qui est un département juridique. Ça ne vous échappe pas que nous avons quelques enjeux juridiques, ne serait-ce que donc, de contrats avec les fédérations internationales, et un département, comme on dit, support pour organiser tout ça. À la date d'aujourd'hui, 40 fédérations internationales et grande partie des organisateurs d'événements sportifs internationaux nous ont confié donc leur programme antidopage en totalité ou en partie. Les dernières grandes fédérations sont la fédération de natation, la fédération de judo, la fédération de handball. Donc il n'y a pas d'obligation, même si un certain nombre de fédérations sont plus qu'incitées du fait de leur histoire. Le biathlon a été très incité ces derniers mois à rejoindre notre autorité. Ce n'est pas encore le cas pour l'ensemble de son process antidopage, mais les premières étapes sont franchies. Donc, voilà un peu ce qu'est aujourd'hui cette agence de contrôle international. Donc, une agence qui est un service indépendant d'expertise, service du mouvement sportif, au service des agences, puisque nous collaborons évidemment à chaque fois que nous avons un événement sur un territoire avec les agences nationales, comme ça sera le cas avec la FLD au moment des Jeux de Paris. Et donc nous nous appuyons sur les agences nationales qui, elles, ont leur mission évidemment sur leurs athlètes nationaux. Nous, on est donc sur l'échelon international, et avec tout un travail qui est essentiel, je crois, de partage, de collaboration, d'expérience, parce qu'on ne traite pas. Il faut évidemment connaître chaque discipline, chaque organisation de discipline. Il y en a qui ont des championnats du monde tous les ans, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui confient le contrôle antidopage aux organisations locales, il y en a qui ne le confient pas. Et donc il faut
vraiment appréhender chaque discipline, appréhender chaque organisation d'événementiel. En ce moment, par exemple, nous sommes à Krasnoïarsk sur les championnats du monde universitaires. Et ensuite, il y aura les Jeux européens à Minsk. Je termine juste en disant que j'ai démarré ma fonction avant même que l'agence soit inscrite au registre du commerce en Suisse, puisque ça a été la première étape officielle le 5 mars dernier, par avoir confié une mission qui n'était pas la plus facile, qui a été celle d'un petit panel qui a accompagné le CIO pour dire quels étaient les athlètes russes qui pouvaient aller à Pyeongchang sous le drapeau neutre. Et cette mission nous a conduit à retirer une grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des anciens athlètes russes médaillés à Sochi. Très bien. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre Anna Kalma, pour 10 minutes également. Voilà, là c'est bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, je vous remercie de m'avoir de nouveau invité. Il y a 5 ans, effectivement, j'étais devant vous aussi, représentant le CNOSF et particulièrement la commission médicale. Et c'est vrai que le bilan 5 ans après montre que beaucoup de choses ont bougé. Ont changé, parfois pas assez, parfois dans des secteurs que nous n'attendions pas particulièrement. On va en parler dans quelques instants si vous voulez. Je voudrais simplement vous dire où on en est au plan de l'action antidopage du Comité national olympique et sportif français et bien sûr particulièrement de la commission médicale. Alors, parmi les 7 buts que vous avez proposés à la suite de ce travail il y a 5 ans, nous n'avons pas la possibilité au CNOSF directement de participer à l'ensemble de ces sujets, en particulier le contrôle, l'analyse. Alors, la sanction et la pénalisation, certes, on peut le faire un petit peu, si vous voulez, par l'intermédiaire des fédérations dans certaines conditions. Et d'ailleurs, tout ça va changer avec les nouveaux textes. Donc, ce sera encore quelque chose qui échappera complètement au mouvement sportif direct. Mais enfin, je m'en félicite parce que je crois que c'est une excellente chose, d'autant plus que la FLD va prendre une importance assez grande dans cette affaire-là. Ce qui fait que nous avons essentiellement un rôle de prévention, un rôle de connaissance, un rôle de coopération, qui sont, je crois, très importants, puisque nous sommes au centre, finalement, du mouvement sportif, puisque les fédérations, les clubs, alors ça, je parle que, évidemment, pas forcément des compétitions internationales uniquement, mais même au moment des Jeux Olympiques, nous avons une action prédominante, en tout cas très importante. D'une part, au point de vue de la connaissance, au point de vue de la prévention, nous avons un certain nombre d'actions qui se sont bien améliorées depuis quelques années et très récemment par cette possibilité que nous avons de coopérer de façon très étroite avec l'AFLD et avec le ministère pour en particulier ce colloque annuel qui va être le 29 mars et auquel vous êtes tous bien entendu invités et qui est organisé pour la première fois de façon tripartite à égalité avec un choix des sujets qui vont être traités. Et même dans l'organisation matérielle, si vous voulez, maintenant, il y a trois partenaires
du même niveau, au fond, pour ce colloque qui, je crois, va apporter beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses nouvelles en matière de dopage. Cette coopération, elle se réalise également au niveau de la formation des sportifs, puisque, comme vous le savez, il y a des obligations de localisation par les agents de la FLD, mais appuyées avec la commission médicale et du pôle haut niveau du CNOSF. Et ceci a été également amélioré encore depuis quelques années. Par exemple, pour la délégation française qui a participé à Pyeongchang, il y a eu un système de localisation pour être formé au système de localisation. Il y a eu une rencontre, un rassemblement à la Londe des Morts, et auquel a participé effectivement avec aussi l'INSEP. Plusieurs sessions ont été réalisées. Voilà, donc ça c'est une coopération qui est de plus en plus importante entre le ministère, l'AFLD et le mouvement sportif, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Par ailleurs, au niveau alors du CNOSF lui-même, nous avons créé un certain nombre de choses nouvelles. Par exemple, avec la commission des athlètes de haut niveau, il y a, je sais, un département communication et prévention qui a été créé au sein de la FLD, mais également, nous avons fait un certain nombre de séances qui ont débouché sur une fiche pratique à destination des sportifs, à destination de leur fédération, pour les sensibiliser, les informer en 6 points sur la lutte antidopage. On pourrait peut-être, si vous voulez, tout à l'heure les développer. Mon collaborateur qui est avec moi le fera peut-être un petit peu plus précisément, si vous le souhaitez. Nous, depuis effectivement 5 ans, les choses ont beaucoup évolué. Heureusement que l'autorité de contrôle indépendante qui vient d'être précisée par Valérie Fourneron est quelque chose qui nous rassure un peu, si vous voulez, en tout cas pour le comité olympique, parce que le comité olympique, le CNOSF, il a une double tâche, au fond, c'est d'assurer la santé des athlètes. Donc, il faut qu'il y ait une action à la fois de celle que je viens de décrire en ce qui concerne la prévention, la connaissance et la coopération, mais également, il faut qu'ils sachent qu'au plan international en particulier, il y a une certaine éthique qui est assurée par le fait que eh bien, n'importe quoi n'est pas accepté, et qu'au point de vue de leur santé, c'est quand même mieux parce qu'ils sont moins, au fond, sollicités, en tout cas moralement, pour se doper. Bon, ça, on peut toujours espérer, mais enfin, c'est vrai que c'est un élément important. Et l'éthique, alors donc nous avons la santé, et puis effectivement également l'éthique du résultat. Ce sont les 2 choses importantes que cherche à développer le CNOSF. Et puis, en ce qui concerne ces 2 plans, nous interrogeons et nous sommes assez préoccupés par les nouvelles façons de se doper. Je veux parler d'abord, est-ce un dopage ou n'est-ce pas un dopage? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui tient à l'éthique. C'est ce qu'on appelle l'intersexualité, c'est ces problèmes de testostérone qu'on voit chez les femmes en particulier. Et que faire? Est-ce que c'est vraiment du dopage ou pas? C'est un peu pareil que le fameux chromosome qui donne, je ne sais pas combien, 17 ou 18 grammes d'hémoglobine. Hein. On l'a ou on ne l'a pas, mais pour l'instant, rien n'a été fait là-dessus, hein, sur le problème de l'hémoglobine. Mais
par rapport au sexe, on sait très bien que maintenant, il y a par exemple 800 mètres de Rio, les 3 premières avaient de la testostérone à un niveau qui était nettement supérieur à ce qui est acceptable jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça a été, je crois, maintenant plus ou moins réglementé. Peut-être que Valérie pourrait peut-être nous en dire plus là-dessus, mais je crois que c'est quelque chose auquel il faut penser et tenir compte de ces nouveautés, comme le dopage génétique en particulier. Ce fameux dopage génétique qui, pour l'instant, ne semble pas avoir été détecté, à ma connaissance, mais on sait que c'est possible. Moi, j'ai une amie qui est une ancienne élève, d'ailleurs, qui est professeure de cytogénétique, auquel j'ai posé la question, qui m'a dit « mais c'est très facile à faire, très facile à faire ». Et ça consiste en quoi? On ne change pas des chromosomes, on change quelques nucléotides. Et ça se fait facilement. Alors, il faut peut-être quand même ça. Je ne suis pas spécialiste, hein, je suis chirurgien, mais je ne suis pas spécialiste. Mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut se mettre, vraiment être très attentif. Et c'est le rôle des commissions médicales en particulier de rechercher tout ça. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes aussi très attentifs à la sensibilisation générale contre le dopage. Et ça fait partie, surtout dans le cadre de la période pré-olympique que nous allons vivre et que nous commençons à vivre. Il faut qu'il y ait des messages, mais que ces messages soient faits par des gens qui sont des spécialistes. Hein? Je suis très inquiet de voir que l'héritage santé, qui actuellement est en train d'être capté par quelques personnes, ne tiennent pas compte de ce type de choses. Il faut que, toi tu en fais partie, il faut que vous fassiez très attention à être véritablement crédible sur cette affaire-là, et non pas faire simplement du marketing. Hein. Voilà, je vais maintenant m'arrêter et puis éventuellement répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Skander Kara, monsieur donc, le conseiller de la ministre des Sports, nous sommes ravis d'ailleurs de vous revoir. C'est à vous pendant 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Lozach. Merci à tous pour cette initiative et cette invitation à participer à cette table ronde. Et merci également, bien évidemment, pour le rapport de la commission d'enquête dont vous étiez le rapporteur il y a quelques années, puisque je crois qu'on peut reconnaître ici que ce rapport de 2013, dont vous avez souhaité faire le bilan ce matin, et à juste titre, est vraiment un travail colossal qui a finalement conduit à étudier la question du dopage sous toutes ses coutures, après un stand d'audition assez importante, et puis qui a permis de formuler 60 propositions de différentes natures. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'un certain nombre de ces propositions, et non des moindres, ont trouvé une traduction dans notre système français, alors en lien avec les exigences de l'Agence mondiale antidopage, mais aussi grâce à ce rapport, et c'était important de le souligner, et je me permettrai d'en évoquer certaines dans mon propos aujourd'hui. Justement, dans cette intervention liminaire, je proposais d'aborder 2 points, en commençant d'abord par rappeler les enjeux actuels de la lutte contre le dopage et le souhait de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de poursuivre une politique ambitieuse, volontariste en matière de lutte contre le dopage. Et puis dans un second temps, et avec l'appui de Michel Lafon, je vous proposerai aussi d'esquisser un bilan de l'action du ministère ces 5 dernières années, et puis d'ouvrir quelques perspectives dans ce timing assez serré, mais que j'essaierai de respecter bien évidemment. Alors sur les enjeux, tout d'abord, au plan international, vous le savez, et je vais aller relativement vite, la France, évidemment, très attachée à s'inscrire dans ce contexte mondial harmonisé de lutte contre le dopage et surtout à respecter ses engagements internationaux, et en l'occurrence la Convention internationale de l'UNESCO, et d'autant plus dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, de l'accueil d'un certain nombre de grands événements sportifs internationaux,
il me paraît important que notre pays, que ce soit le gouvernement, mais également le Parlement, évidemment, et puis l'Agence française de lutte contre le dopage, eh ben, on soit en mesure de répondre et d'adopter les mesures liées aux principes du Code mondial antidopage. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je me permettrai de revenir. Et cette volonté, eh bien, la ministre a pu la réaffirmer lorsqu'elle a rencontré Olivier Nigli en octobre dernier et Olivier Rabin, le directeur scientifique. Alors, par l'intermédiaire de l'AMA et du CIO, et puis lié à un certain nombre d'affaires que vous avez bien en tête, il y a eu des évolutions majeures au plan international, avec une évolution de la gouvernance de l'AMA et évidemment la création de cette unité indépendante des contrôles dont Valérie Fanéron a parlé, donc je n'y reviendrai pas beaucoup plus longtemps. Au-delà de l'AMA, évidemment, la France, toujours au plan international, participe activement à différents travaux des organisations internationales. Je citais l'UNESCO et il y a un groupe de travail actuellement, et Michel pourra en dire un mot tout à l'heure si vous le souhaitez, qui réfléchit à l'évolution du contrôle de conformité des États vis-à-vis de cette convention internationale. Et donc il y a des travaux en ce moment à l'UNESCO et ce sera peut-être intéressant d'y revenir. On a évidemment le Conseil de l'Europe avec la participation au CAAMA de la France et bien évidemment là encore au sein de l'Union européenne. Donc il est, à mon sens, possible d'intensifier encore notre implication au plan international, d'avoir une présence française plus importante. Et je crois que ça va être un des défis des prochaines années sur ce plan. Au plan national, ensuite, je dois rappeler forcément que notre ministre a fait de la lutte contre les dérives du sport un axe fort de son action politique, et pas simplement la lutte contre le dopage, plus largement toutes les dérives du sport. Ces dérives qui peuvent toucher tant les pratiquants que les compétitions sportives et qui finalement remettent en cause les fondamentaux de notre société et les valeurs du sport. Alors parmi ces questions, la lutte contre le dopage en est un des éléments essentiels, avec, et le rapport le rappelle très bien, avec à la fois des enjeux sportifs, mais aussi des enjeux sanitaires. Et Monsieur le ministre Alain Calmat l'a aussi abordé, et que ce soit pour nos sportifs professionnels, mais bien évidemment aussi pour nos sportifs amateurs. Donc cette politique ministérielle, elle est portée avec ambition et je dois dire avec un lien étroit avec l'ensemble des partenaires concernés, que ce soit l'Agence française de lutte contre le dopage, et c'est l'occasion pour nous de rendre hommage à la fois à son ancien président Bruno Genevoix, qui a participé notamment à la transposition du Code mondial première version, mais également à la présidente actuelle, Dominique Laurent, ainsi qu'à ses équipes représentées ici par Antoine Marcelot et Damien Ressiot. Et il faut reconnaître que le travail accompli par l'agence est de grande qualité. C'est un travail qui est reconnu au plan international. Et nous l'espérons, il va encore monter en puissance dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et avec des nouveautés, notamment du point de vue de son laboratoire que j'évoquerai dans quelques instants. Avec évidemment le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et plus largement le mouvement sportif, qui effectivement organise notamment avec le ministère et l'agence un colloque de référence chaque année, et donc j'en dirai pas plus puisque Alain Calmat l'a évoqué, et effectivement ce serait intéressant qu'il y ait un maximum de parlementaires pour suivre ces travaux fin mars au comité olympique. Sur le fond, cette politique de lutte contre le dopage repose sur une organisation efficace, il faut le rappeler, mais qui peut toujours être renforcée à différents niveaux et qui est fondée sur trois piliers que le ministère des Sports souhaite rappeler aujourd'hui. Et ces trois axes recouvrent effectivement les 7 piliers qui étaient identifiés dans le rapport de 2013. Alors le premier, c'est évidemment celui de la prévention, c'est connaître, prévenir, c'est-à-dire mieux sensibiliser pour faire changer les comportements. Le deuxième, c'est la dissuasion, contrôler, analyser, c'est-à-dire une analyse irréprochable, un contrôle antidopage renforcé, inopiné. Et puis le troisième pilier est la répression, sanctionner, pénaliser, avec des sanctions fermes qui ont encore été renforcées récemment, et une lutte contre les trafics qui relève à la fois des missions de l'agence, mais aussi des missions de l'État, avec en particulier l'action de l'OCLAESP et des CIRAD. Donc voilà sur les enjeux au plan international, au plan national, du point de vue du ministère des Sports. Je voulais ensuite passer quelques minutes sur finalement le bilan de ces dernières années et essayer de les mettre en perspective rapidement. Donc autour des 3 piliers que j'évoquais, prévention, dissuasion, répression, il est possible de résumer, de présenter la stratégie du ministère des Sports en là encore 3 mots-clés.
3 moyens d'intervention que sont à la fois la réglementation, mais également le financement et puis enfin la prévention. Donc rapidement d'abord, la réglementation. Vous le savez, hein, le 3e Code mondial antidopage de 2015 a été adapté, a été transposé en France en 2 temps. Un premier temps en 2015-2016 et puis plus récemment en 2018-2019 dans la continuité d'un audit, peut-être sur lequel reviendra aussi l'agence, au mois de mai 2018 et qui a révélé un certain nombre de points de non-conformité avec une évolution aussi du point de vue de la conformité de l'AMA qui a impliqué cette 2e transposition. Alors à ce sujet, un mot peut-être sur la méthode avant d'évoquer quelques points sur le fond. Eh bien, sur la méthode, il faut dire que cette adaptation de notre code du sport, de notre législation, elle a suivi une logique assez identique dans les 2 cas, puisque dans les 2 cas, le Parlement a habilité le gouvernement à transposer les modifications, le code mondial par voie d'ordonnance, avec donc la publication de plusieurs ordonnances. Une première en 2015 qui a été ratifiée par la loi santé de 2016. Il y a eu bien évidemment des décrets d'application début 2016, puis 2 ordonnances en 2018 qui sont finalement d'ampleur assez différente. Une ordonnance spécifique en juillet qui a permis de répondre et créer la commission des sanctions au sein de la FLD, suite à une décision du Conseil constitutionnel, mais également suite à une demande de l'Agence mondiale antidopage. Donc aujourd'hui, l'organe de poursuite est bien distinct au sein de l'agence de l'organe de sanction. Et ça, c'était une des propositions, c'est ça qui est aussi intéressant à relever du rapport. Et puis, une ordonnance toute récente du 19 décembre 2018 qui a revu de manière plus globale notre réglementation pour définitivement transposer ce 3e Code mondial antidopage. Donc il y a quand même encore quelques textes qui vont arriver, qui sont dans les tuyaux, que ce soit le projet de loi de ratification, cette ordonnance qui va être présenté par la ministre en Conseil des ministres le 6 mars, et puis le décret d'application qui est en cours d'examen au Conseil d'État. Je crois qu'il y avait une réunion hier sous votre contrôle sur ce texte. Donc voilà, on retrouve la même logique dans les transpositions 2015 et 2018. Et ce que je voulais dire aussi sur la méthode, c'est que dans ces 2 périodes, et j'ai eu la chance de les vivre, il y a eu un travail important entre tous les acteurs, que ce soit avec l'AMA, des échanges assez riches, parfois un peu complexes, mais aussi des échanges très, très fructueux avec la FLD, avec le Parlement, pour aboutir à ces transpositions. Ce qui est intéressant à relever, c'est aussi le travail qui a été fait avec le Conseil d'État et sur des questions assez complexes, l'équilibre qu'il a fallu trouver entre les spécificités de la réglementation antidopage, et on sait le Code mondial est plutôt d'inspiration de droit anglo-saxon, donc il y a quand même des choses qui peuvent nous interroger. Et puis nos principes, notre ordre juridique constitutionnel, institutionnel, et je trouve que c'est un beau cas d'école. Et d'ailleurs, on pourra évoquer quelques illustrations tout à l'heure de cet équilibre à trouver entre des textes internationaux et des ordres juridiques internes. Sur le fond, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'avancées significatives, que ce soit en matière de contrôle, de procédure et des sanctions. Je vous propose d'en évoquer que quelques-unes, et je crois que l'Agence française de lutte contre le dopage aussi insistera sur d'autres, en évoquant 2 aspects, le sujet du contrôle et le sujet des sanctions. Sur le contrôle, l'ambition, ça a été de renforcer les marges de manœuvre de l'agence, clairement, et puis aussi son indépendance, comme d'ailleurs ça a été fait au plan international. Et donc, il y a eu une extension au plan géographique, je ne m'y étends pas, mais avec la possibilité notamment de contrôle à l'étranger sur certaines populations. Il y a eu aussi une extension du nombre de compétitions qui peuvent être soumises à des contrôles et qui sortent du champ fédéral pour toucher d'autres lieux qui peuvent être susceptibles de pratiques dopantes. Et puis, évidemment, une extension au plan temporel, avec l'extension des contrôles de jour en 2015, qui sont passés de 21h à 23h, et surtout l'introduction des contrôles de nuit,
pouvant se dérouler donc de 23h à 6h du matin au domicile du sportif, qui, je le précise, n'est pas l'équivalent d'une perquisition au sens du Code de procédure pénale, et qui s'appuie sur le Code mondial antidopage qui évoque plus exactement un contrôle en tout lieu et à tout moment. Et par rapport à la remarque que je faisais précédemment, on s'est retrouvé confronté à transposer le code, aller sur l'efficacité de la lutte antidopage, et puis réfléchir à la liberté individuelle de nos sportifs et respecter les fondamentaux de notre modèle. Et ça a donné lieu donc à des échanges assez riches avec le Conseil d'État et un dispositif qui, je trouve, est assez équilibré, avec un encadrement à plusieurs niveaux, à la fois sur le nombre de sportifs concernés, puisque ça n'est pas l'ensemble des sportifs, mais en résumé pour les sportifs du groupe cible, puisqu'il faut quand même des soupçons graves et concordants de risque de pratique dopante pour pouvoir enclencher ce type de contrôle, et je le fais de manière très schématique sous le contrôle de Damien Ressio. Et puis en principe, il faut l'accord du sportif à différents niveaux, avec un garde-fou supplémentaire qui est arrivé en cours de discussion avec le Conseil d'État, qui était qu'en cas de refus ou d'absence du consentement, eh bien, on puisse faire intervenir le JLD dans des délais extrêmement contraignants pour adapter aussi la réponse du contrôle. Mais on a en tout cas essayé d'avoir ce dispositif pour respecter les équilibres. Alors je crois qu'il n'y a pas eu sous votre contrôle d'application des contrôles de nuit, mais voilà un exemple en matière de contrôle et une avancée significative du point de vue de la transposition du Code mondial. Du point de vue de l'indépendance, je l'évoquais, c'est évidemment la question des CIRAD, avec une évolution là encore importante et le positionnement hiérarchique sous l'autorité du directeur de l'agence, avec en filigrane une évolution au plan administratif pour ces agents. Et je propose que Michel Lafon apporte des éclaircissements dans le cadre du débat, si vous en êtes d'accord. Du point de vue des sanctions, pour la transposition du Code mondial, il y avait plusieurs objectifs qui étaient poursuivis. Un, rendre, et on l'a déjà dit, indépendant le pouvoir de sanction. C'était dans le rapport, ça s'est transcrit dans les ordonnances récentes, avec la fin effectivement de la compétence disciplinaire des fédérations au profit de l'agence, avec cet esprit de simplification, de célérité des procédures, d'uniformisation aussi des sanctions et d'éviter évidemment les conflits d'intérêts. Alors, à mon sens, il faut que ces fédérations restent associées à cette procédure de sanction, d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles vont avoir aussi un travail important à mener du point de vue de la prévention, ça a été dit aussi, et donc il faut qu'on garde un lien entre ce pouvoir de sanction et les fédérations, et qu'elles aient une visibilité, qu'elles puissent être associées, et pour mieux être mobilisées sur le sujet de la prévention. L'indépendance aussi du point de vue de la FLD, je n'y reviens pas, c'était la proposition 49 de votre rapport. Et puis, dernier point, la compétence du TAS, Tribunal arbitral du sport, qui a été acté donc dans l'ordonnance de décembre 2018 pour les manifestations internationales ou les sportifs de niveau international, là encore dans un objectif de simplification et d'uniformisation des sanctions au niveau mondial. C'était une demande depuis de nombreuses années de l'Agence mondiale antidopage. Elle a aujourd'hui été retranscrite dans le Code du sport avec un fondement qu'il faut rappeler ici, c'est que pour ces cas que je viens d'évoquer, eh bien, les décisions de l'agence sont prises en qualité de signataire du Code mondial antidopage et pas au nom de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Et c'est ce qui permet de justifier la compétence du tribunal arbitral du sport, Cour suprême du sport mondial, que vous connaissez, et qui donc va pouvoir être compétente en matière de sanctions sur des sportifs de niveau international. L'objectif, c'était aussi de renforcer la répression des sportifs, leur entourage. Je laisserai l'Agence française de lutte contre le dopage développer ces sujets. C'est notamment l'association interdite, c'est l'aide substantielle, c'est les sanctions, et c'est évidemment le plaidé coupable qui a été récemment introduit dans notre Code du sport. Sur ce premier point, je crois que l'un des enjeux maintenant auxquels nous sommes confrontés, ça va être de rendre accessible un système qui est quand même, il faut le reconnaître, assez complexe, de pouvoir les faire connaître, les faire comprendre aux premiers intéressés que sont les sportifs et les sportives. Et donc toutes les initiatives, que ce soit celles du comité olympique, de l'agence et du ministère, vont dans le bon sens pour que cette transposition du 3e Code mondial puisse être accessible à tous. Sur le deuxième point, qui concerne le financement, je voulais rappeler quand même que le soutien financier de l'État a été renforcé
aussi bien au niveau national qu'au plan international. Au plan international, simplement rappeler que la France finance l'Agence mondiale à hauteur près de 750 000 euros pour l'année 2018, dans un contexte où la contribution des États a été revue à la hausse, je parle sous le contrôle de Valérie Fournéron. Et au plan national, on a effectivement le financement des antennes médicales de prévention du dopage, d'un certain nombre d'études ou de chaires universitaires, mais le soutien de l'État est centré essentiellement sur l'Agence française de lutte contre le dopage, avec un soutien qui a été renforcé, notamment à compter de 2020 et sur 3 ans, avec le projet de déménagement du laboratoire de l'agence. Donc le soutien renforcé, il passe par la subvention annuelle de la FLD qui a augmenté sensiblement en 2018 et qui est aujourd'hui de 9,59 millions d'euros pour 2019. Et puis surtout, avec le déménagement du laboratoire, eh bien, l'État va évidemment soutenir les travaux de modernisation du bâtiment qui va accueillir le laboratoire. Aujourd'hui, il est situé à Châtenay-Malabry et donc il a été décidé que ce laboratoire déménagera sur le campus de l'Université d'Orsay, avec comme objectif qu'il soit opérationnel pour le premier semestre 2023 et la Coupe du monde de rugby, et bien évidemment dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Alors les raisons, en un mot, vous le savez, c'est d'avoir un laboratoire de pointe qui puisse répondre à la fois aux exigences de l'AMA, mais qui puisse aussi se placer dans le giron des laboratoires les plus performants au niveau international, qu'il puisse être adossé à une structure de recherche de très haut niveau, et c'était l'une des propositions du rapport, et donc aujourd'hui c'est quelque chose qui est en cours, et puis évidemment dans l'objectif de développer les activités de recherche et de coopération internationale sur ces sujets. Au-delà des raisons, je voulais aussi rappeler la méthode qui a été réalisée sur ce choix de site, puisque à la demande du gouvernement, une procédure a été mise en place dans un objectif de transparence et devant reposer sur des critères objectifs, et donc avec la mise en place d'un appel à manifestation d'intérêt, avec 2 sites qui se sont portés candidats, et une évaluation de ces candidatures par des experts indépendants, après des auditions devant les ministères du Budget et du ministère des Sports. Et donc, voilà, le souhait de la ministre, c'était qu'il y ait la totale transparence et que ce choix repose sur des critères objectifs, avec, effectivement, on peut le rappeler, 2 projets de très grande qualité en la matière. Et puis enfin, un mot, 3e élément sur la coordination, la prévention, pour effectivement rappeler qu'il y a eu 2 plans nationaux de prévention du dopage depuis 2013 qui se sont succédés, qui ont été construits aussi en s'inspirant du rapport. Un premier plan en 2015-2017 avec de nombreuses actions vis-à-vis de différents publics. Il y a eu une action vis-à-vis des jeunes à l'école. Il y a eu des actions vis-à-vis des pharmaciens avec une campagne d'information assez intéressante sur la prise accidentelle de médicaments ou sur les compléments alimentaires. Justement, sur les compléments alimentaires, il y a eu l'élaboration d'une norme AFNOR qui pourrait être portée au niveau européen en 2020. Il y a eu un certain nombre d'études, notamment une étude confiée à l'INSERM, etc. etc. Je passe vite. Il y a eu également la réforme des AMPD en 2017, et on a l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Simplement pour dire qu'un nouveau plan est en cours de préparation, que la ministre va annoncer dans les prochaines semaines, qui portera sur les années 2019-2024, où l'un des enjeux de ce nouveau plan, ça va être de davantage coordonner, piloter avec l'ensemble des acteurs les actions de prévention qu'évoquait Jean-Jacques Lozach tout à l'heure. Et donc le ministère des Sports restera pilote de cette action en matière de prévention, et un rôle sera plus fort du point de vue de la FLD en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, avec notamment la création d'un comité des sportifs que l'on salue, qui pourra aussi s'investir pleinement sur ces missions de prévention. Les fédérations auront aussi un rôle extrêmement fort à jouer, avec des référents intégrité et avec un guide de l'intégrité élaboré récemment par le comité olympique, qui en sera un outil très utile. Merci, M. Carra. Est-ce que je peux conclure en un mot pour citer une phrase du rapport et dire qu'il était important qu'on puisse débattre aujourd'hui sans tabou, avec conviction autour des questions de dopage. Et pour citer le rapport de 2013, j'ai été beaucoup trop long, je m'en excuse d'avance,
Le fait de parler de dopage ne nuit pas au sport, mais contribue au contraire à moyen et long terme à lui redonner ses lettres de noblesse. Ne pas en parler, c'est souvent ne rien faire. Et je crois que c'est cette philosophie qui doit aujourd'hui nous guider pour porter une action collective en matière de lutte contre le dopage. Merci, M. Carra. M. Antoine Marcelot, donc directeur des affaires juridiques et institutionnelles de l'AFLD. Tout à fait. 10 Merci. minutes, on va essayer de tenir le... On va essayer. Bon, le ministère, bien sûr, avait certainement beaucoup de choses à dire également. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le rapport de la commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage qui a été remis au Président du Sénat le 17 juillet 2013 présentait effectivement, comme il a été dit, 60 propositions qui étaient destinées à permettre à la lutte contre le dopage d'avoir une longueur d'avance. Bon nombre de ces propositions ont été, comme il a été dit déjà, suivies des faits en matière notamment d'exercice du pouvoir disciplinaire, mais également en matière de contrôle antidopage et en matière de prévention. L'AFLD, dont l'action au plan international s'inscrit pleinement dans le concert international de la lutte contre le dopage, s'est attachée au cours notamment des 2 dernières années à participer à renforcer l'efficacité, la simplicité et la rapidité de la procédure antidopage. En particulier, elle s'est impliquée dans les travaux évoqués par M. Carra à l'instant, qui ont permis, conformément aux préconisations de la commission d'enquête sénatoriale, de parachever l'élimination des conflits d'intérêts, réels ou apparents, que l'on pouvait retrouver dans l'exercice du pouvoir disciplinaire antidopage. Outre la suppression de la compétence disciplinaire des fédérations sportives agréées, qui résulte de la récente, ou même de la dernière ordonnance du 19 décembre 2018, une commission des sanctions a été effectivement créée au sein de la FLD pour séparer la poursuite du jugement. Cette commission fonctionne depuis le 1er septembre 2018. Elle a tenu 10 réunions et déjà examiné plus de 70 affaires. Ce mouvement de limitation des conflits d'intérêts, comme il a été dit également tout à l'heure par Madame la ministre Valérie Fourniron, ne se limite pas à la France, mais a pris des proportions à l'international avec la création de cette nouvelle autorité, l'International Testing Agency. Par ailleurs, conformément aux préconisations qui ont été formulées par la commission d'enquête sénatoriale, l'ordonnance de 2015 avait déjà, en son temps, porté à 4 ans la durée des interdictions et donc prévu des barèmes de sanctions plus graves pour les manquements les plus graves. Elle a intégré également dans notre droit la possibilité pour un sportif repenti d'apporter ce que l'on qualifie d'aide substantielle, selon les termes du Code mondial antidopage, c'est-à-dire de participer à la découverte d'autres violations des règles antidopage et de bénéficier en contrepartie, finalement, d'un aménagement de sa sanction et en particulier du bénéfice d'un sursis à exécution de la durée d'interdiction. Par ailleurs, M. Carra l'évoquait à l'instant, l'association interdite a également été intégrée, elle est issue du Code mondial antidopage, elle a été intégrée par l'ordonnance de 2015. C'est l'interdiction qui est faite aux sportifs de recourir aux services professionnels de personnes, par exemple entraîneurs ou médecins, qui font l'objet d'une interdiction pour une violation des règles antidopage. La récente ordonnance du 19 décembre 2018 a aussi introduit dans le Code du sport plusieurs mécanismes qui sont prévus par le Code mondial antidopage et qui devraient renforcer l'efficacité de la lutte et de son volet répressif en particulier. C'est le cas de la possibilité pour un sportif de renoncer à l'entière procédure disciplinaire et même plus précisément à l'audience disciplinaire qui connaît un certain succès auprès de certaines des fédérations internationales, en particulier celle de cyclisme pour exemple. C'est un mécanisme qui est inspiré de la composition administrative que l'on connaît pour l'autorité des marchés financiers. C'est ce modèle qui a été choisi par l'ordonnance de 2018. Et cette procédure devrait permettre tout d'abord de gagner en rapidité, dans l'intérêt de tous, de la communauté sportive, bien sûr, dans l'intérêt du sportif lui-même. Le sportif qui aura renoncé à une audience, bien sûr, aura une solution beaucoup plus rapide. Il sera lui-même fixé plus rapidement sur son sort et sa sanction s'exécutera plus rapidement dans son intérêt pour pouvoir recouvrer plus rapidement la compétition. Cette procédure a particulièrement vocation à se combiner avec des modalités de réduction ou d'aménagement des sanctions. On espère que ça fera son succès. Et dans le cadre de cette procédure, on voit l'intérêt économique qu'il peut y avoir également pour le sportif, puisque elle devrait être pour lui moins onéreuse en termes de frais, notamment de représentation devant la commission des sanctions. Elle limitera également, selon son succès, le nombre d'affaires qui seront présentées devant la commission des sanctions, ce qui mécaniquement devrait avoir pour effet
de réduire les délais de traitement et donc d'améliorer globalement l'efficacité du processus disciplinaire. Et enfin, le sportif, comme l'agence, devrait trouver peut-être pas un confort, mais un avantage aussi à la conclusion d'accords, en l'absence de suites contentieuses et notamment de risques juridiques qui est inhérent à l'incertitude en fait, qui découle de tout contentieux. L'ordonnance, toujours du 19 décembre 2018, a également introduit la possibilité du recours au tribunal arbitral du sport. L'objectif, c'est effectivement l'universalité des sanctions, c'est l'harmonisation en particulier des solutions à l'international pour que les sportifs qui concourent ensemble au niveau le plus élevé voient leur cas examiné selon les mêmes règles et par les mêmes juges. Enfin, la réforme des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, que l'on doit aussi à cette dernière ordonnance, doit aussi participer à cette homogénéité, en permettant aux sportifs de haut niveau en particulier de pouvoir recourir à des traitements médicaux selon les mêmes règles. En particulier, les sportifs qui sont du niveau supérieur, les sportifs de haut niveau, national et international, continueront de pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques préalables et bien sûr d'une autorisation rétroactive dans les cas qui sont limitativement prévus par le Code du sport et le Code mondial antidopage. Les sportifs de niveau international, eux, auront toujours accès à une demande d'AUT rétroactive, contrairement au premier. Et enfin, la raison médicale dûment justifiée, qui était un peu une exception française et qui permettait à tout sportif de faire valoir un dossier médical devant la commission des sanctions, est supprimée au profit des deux mécanismes que je viens de décrire pour les sportifs de niveau national et international et pour les sportifs de niveau inférieur. La plupart de ces évolutions, je vais aller très vite, ont été rendues nécessaires en raison de l'audit de conformité qui a été évoqué par M. Carra tout à l'heure et auquel a été soumise la FLD en mai dernier, qui répondait en fait aux standards récemment adoptés par l'AMA pour la conformité de ses signataires. Les règles de l'AMA sont conçues pour être appliquées en particulier à la population des sportifs de haut niveau. Cela a conduit la FLD à davantage orienter ses contrôles et son action sur les sportifs des niveaux supérieurs. Cette évolution trouve sa traduction concrète par la mise en œuvre du programme annuel des contrôles 2019, qui continuera cependant de prévoir une partie conséquente de contrôles, 30% de ces contrôles, qui seront dirigés vers le sport amateur. Cette évolution devrait permettre d'assurer une présence visible et dissuasive de la lutte contre le dopage, en particulier auprès des sportifs du meilleur niveau, avec aussi pour effet, nous l'espérons, de mieux prévenir les pratiques dopantes. Et en matière de prévention, si la politique de contrôle, comme on vient de le dire, sera plus concentrée sur le niveau supérieur, l'effort sera couplé en matière de prévention avec celui du ministère des Sports à travers son plan de prévention qui a vocation à s'adresser à un public beaucoup plus large. La FLD, quant à elle, comme le disait tout à l'heure M. Carra, a particulièrement la charge d'éduquer et d'assurer de la prévention sur les sportifs du niveau supérieur, en complément donc avec le plan de prévention. S'agissant, les Jeux olympiques de 2024 et paralympiques de 2024 présentent nécessairement un enjeu important pour la lutte contre le dopage, s'agissant notamment de l'avenir et du rayonnement du laboratoire français. M. Carra l'expliquait à l'instant, avec notamment les mesures qui sont prises en cette matière. Il constitue aussi un objectif primordial pour le système antidopage français dans son ensemble et pour l'action qui doit être mise en œuvre par la FLD. Et comme l'indiquait M. Castex lors de sa récente audition par votre commission, l'un des indicateurs de la réussite de ces Jeux sera le nombre de médailles qui auront été remportées par les sportifs. Et il incombe à la FLD d'accompagner cette génération de sportifs et d'athlètes en leur fournissant une formation et une éducation antidopage performantes et en leur inculquant la culture du sport propre pour donner les garanties de la sincérité de leur performance, mais également pour donner des garanties aux athlètes, au public et à l'ensemble des partenaires. À cet effet et à moyens constants, la FLD s'est dotée en 2018 d'un département communication et prévention qui sera chargé de mettre en œuvre la procédure de prévention qui est définie par le collège de l'agence, dans le respect bien sûr des normes arrêtées par l'AMA et en appui et en coordination avec le plan de prévention qui est arrêté par le ministère des Sports. Cette direction active d'ores et déjà ses réseaux et les réseaux de l'agence, en particulier les fédérations sportives et l'INSEP. Ces initiatives seront également soutenues par le comité des sportifs de la FLD, qui est un récent organe consultatif qui a été donc récemment créé et qui a pour mission de contribuer
au développement des politiques et des programmes de l'agence et de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'éducation et de prévention. Cette activité qui reste à potentialiser devrait poursuivre sa montée en puissance dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques. Et à cette fin également, des contacts ont été pris par l'agence avec la future agence du sport afin de la sensibiliser aux enjeux de cette problématique. Enfin, au-delà de ces objectifs, la FLD doit prévoir la construction d'un dispositif de contrôle aux dimensions de l'événement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, impliquant le recrutement et le renforcement de la formation de préleveurs et d'escortes pour disposer en temps utile de compétences en nombre suffisant. Merci. Merci à vous, M. Marcelot, d'avoir respecté le temps. Michel Savin, président du groupe d'études sur les pratiques sportives et les grands événements sportifs au Sénat. Merci, Monsieur le Président. Questions à vous poser. Rapidement, d'abord, remercier l'ensemble des intervenants sur le bilan un peu du travail qui avait été mené par nos collègues il y a quelques années, Humbert et Jean-Jacques Lezac. Moi, j'ai 4 questions qui viennent un petit peu, qui interpellent l'ensemble des intervenants. À Madame Fourneron, une question par rapport à l'Agence de contrôle international. N'y a-t-il pas un risque d'être financé par ses propres clients, donc par les fédérations ou par les organisateurs? C'est un problème qu'on voit dans d'autres pays. Est-ce que pour vous, ça peut être un problème dans l'avenir? Concernant le comité olympique, l'AFD donc va voir ses prérogatives augmenter avec la possibilité, bien sûr, de sanctions. Moi, je voudrais savoir si dans d'autres pays, c'est la même organisation, parce que est-ce que dans les autres pays, l'agence qui fait les contrôles va être aussi en capacité de sanctionner et au même niveau que le vôtre, parce que là aussi, il y a une question d'équité entre les différents pays. Au niveau des trafics, c'était un point important qu'avait relevé Jean-Jacques Lezac dans son rapport. J'aurais bien voulu savoir au niveau du ministère, est-ce qu'on a des résultats concrets sur la lutte contre les sites qui vendent et qui font la promotion des produits anabolisants? Parce que ça, c'est un problème qui est important, qui se développe. Donc c'est bien de faire de la lutte, mais ce serait intéressant de savoir concrètement combien de sites ont été fermés et quelles sont les sanctions qui sont menées en direction de ces sites. Et aussi, une dernière question au niveau du ministère. Il y avait une proposition qui était ciblée là aussi dans le rapport, c'était d'établir une procédure de validation des calendriers sportifs par le ministère des Sports. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, certaines activités, on ne va pas cibler des sports, mais j'ai en tête notamment le rugby qui souvent fait le débat sur le calendrier qui est chargé, voire surchargé de certains de ces champions qui interviennent soit en club, en Coupe d'Europe, mais aussi en équipe nationale par rapport à nos voisins anglais, surcharge de compétition, d'entraînement qui peut inciter à la prise de produits anabolisants. Donc je voulais savoir, pour éviter et protéger la santé des sportifs, on n'a pas vu concrètement de résultats sur la charge en termes de calendrier sportif. Donc, est-ce que le ministère a fait des recommandations qui n'ont pas été entendues, ou est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui sont encore en termes de discussion, parce que c'est un phénomène qu'on revoit régulièrement. Alors, bien sûr, il y a des enjeux à côté extrasportifs, notamment les droits TV, les financements, qui pèsent aussi, mais il ne faudrait pas que tout ça se fasse au détriment des sportifs, au niveau santé. Merci, Monsieur Savin. Donc vous répondrez, on prend 3 questions. Monsieur Claude Kern, notre grand basketteur et sénateur, on vous écoute. Merci, grand peut-être le reste. Merci, Président. Alors, moi aussi, je voudrais vous remercier pour vos différentes interventions. Et je voudrais également aborder 4 points. Pourtant, nous ne sommes pas concertés. Le premier, c'est que je n'ai pas encore eu l'occasion de le souligner, mais je voudrais le faire maintenant, souligner l'évolution positive de la FLD avec la mise en place de cette commission des sanctions indépendantes qui est donc indépendante de l'agence, une évolution qui assure cette séparation des fonctions de poursuite et de jugement dans les affaires de dopage. Et j'ai une question en ce qui concerne la situation des préleveurs aujourd'hui.
On se souvient, l'année dernière, au dernier trimestre, il y a une fronde qui a été menée par une partie d'entre eux, qui ont même menacé de cesser leur collaboration en raison d'une baisse de revenus qui serait liée à la nouvelle grille tarifaire. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Monsieur Calma a soulevé la problématique de l'innovation dans le dopage. Je crois que là aussi, on aimerait savoir comment l'agence, pour faire face à ces ingénieux innovateurs dans les cas de dopage, comment l'agence peut-elle répondre rapidement pour faire face à ceci. Et enfin, une question qui me trotte dans la tête également depuis un certain temps, ce qui concerne la réintégration de la Russie dans l'AMA. C'est une décision qui, pour moi, a été faite dans une totale incompréhension et surtout dans une totale précipitation. Comment aujourd'hui l'AMA peut-elle justifier encore sa crédibilité face à ce manque de transparence? Voilà. Merci, M. Kern. Mireille Jouve. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci pour vos interventions. Vous avez évoqué la recherche d'une approche intelligente et qualitative du contrôle et celle d'outils d'évaluation des risques. Une équipe du CNRS, en collaboration avec des médecins de l'Association internationale des fédérations d'athlètes, je vous le dis en français, a développé un outil numérique capable de détecter un éventuel usage de substances illicites par un sportif. Cette découverte a été saluée par un trophée de l'UNPI. Grâce à ce modèle informatique, il serait possible de repérer, et ce avant même l'ouverture d'une enquête, les athlètes dont les performances ont évolué de façon anormale à partir des banques de données recensant plusieurs années de résultats de compétitions internationales. Pourriez-vous nous éclairer ? Peut-être une deuxième question pour rejoindre les interrogations de Michel Savin. Une des principales carences de la lutte antidopage à travers le monde réside dans la subsistance de nombreuses zones grises en termes géographiques. Certaines régions du globe paraissent en effet encore impénétrables dans le cadre de la lutte antidopage, ce qui est forcément source d'inégalités. Pourriez-vous nous dresser un rapide état des lieux dans ce domaine? Je vous remercie. Merci. Donc, beaucoup de questions. Si vous êtes d'accord, chacun pourra répondre aux questions auxquelles il a été interpellé. Et puis peut-être pour le ministère, si vous pouvez développer sur le transfert des conseillers interdépartementaux antidopage. Madame la ministre Fourneron, on va reprendre le même ordre, si vous en êtes d'accord. Oui, merci, Monsieur le Président. Le sénateur Savin m'a interrogé par rapport au financement de l'ACI. Aujourd'hui, donc, c'est une agence à but non lucratif. Donc, chacun des organisateurs d'événements ou des fédérations internationales paie le coût réel, je veux dire, du contrôle, du programme qu'il a organisé, avec deux éléments. À la fois, c'est leur responsabilité de respecter, comme signataires du Code, de respecter leurs obligations. Et donc, ces obligations, ils y mettaient des moyens en interne. Donc, il faut qu'ils continuent, à mon avis, en tant qu'acteurs responsables, évidemment, de mettre des moyens, je veux dire, pour, même s'ils délèguent ce programme à notre structure. Un deuxième élément me semble être, qui n'est pas encore je veux dire, complètement fonctionnel, mais le fait que nous ayons plusieurs fédérations internationales conduit à je veux dire, une rentabilité un peu meilleure. C'est-à-dire que quand vous allez en Amérique latine faire des contrôles antidopage, je donne n'importe quel exemple, sur une fédération internationale et que du coup vous en profitez pour en faire sur 10 sports différents en Amérique latine, vous avez du coup, je veux dire, une possibilité effectivement d'avoir des coûts qui derrière vont être amoindris. Un dernier élément de réponse, l'agence a été créée en se disant que l'objectif était qu'elle devienne équilibrée sur le plan financier au bout de plusieurs années, plutôt entre 3 et 5 ans. Ce qui est certain, c'est que les frais de création, qui existent évidemment toujours, ne serait-ce que de louer des locaux et de s'équiper, etc., ont été pris en charge par une subvention du CIO.
laquelle subvention du CIO a été abondée, enfin pas abondée, mais a été prise sur l'exigence qu'a eue le CIO dans sa déclaration du 5 décembre 2017 vis-à-vis justement de la Russie, en argumentant sur l'ensemble des coûts que toutes ces affaires ont coûté en termes de rapports successifs. Et du coup, le CIO a exigé qu'il y ait une enveloppe qui soit destinée donc à la lutte antidopage et particulièrement à la mise en place de cette agence internationale. Voilà les éléments de réponse sur ces aspects financiers. Une question à monsieur le sénateur qui peut être largement partagée entre les uns et les autres autour des préleveurs. Il y a, je crois, deux gros sujets. Il y a à la fois la nécessité pour l'ensemble de nos agences nationales d'avoir des préleveurs toujours mieux formés, toujours et à l'occasion de grandes compétitions, comme ça va être le cas sur le mondial de rugby ou sur les Jeux olympiques, de pouvoir, je veux dire, valoriser, laisser un héritage et donc d'inciter nos préleveurs à avoir du coup une formation de plus grande qualité. Un élément aussi sur les compétitions internationales qui est majeur, qui est de se dire que nous avons besoin d'avoir sur le plan international un pool de contrôleurs qui souvent parlent plusieurs langues. C'est le premier handicap des contrôles antidopage sur les compétitions internationales, donc parlent plusieurs langues, et du coup, soit à la fois une valorisation du pays d'où ils viennent, et du coup une transmission d'héritage qui permettent à tout le monde d'élever son niveau et de participer finalement à la lutte antidopage en étant, je veux dire, un collectif qui, du coup, effectivement bénéficie à la fois des grandes compétitions sur son territoire et puis va se former finalement dans le cadre de compétitions internationales sur d'autres territoires. Donc je crois que le sujet des préleveurs est un sujet très important qui doivent être valorisés, sans doute sur le plan financier également, sur leur mode de déplacement. Il y a eu leur prise en charge de déplacement. Il y a eu au moment de Pyeongchang aussi des débats sur la prise en charge des préleveurs. Je ne ferai pas de commentaires personnels sur la décision de l'AMA par rapport à la Russie, puisque, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis sorti depuis 2016 de l'Agence mondiale antidopage. Moi, je n'ai eu que cette responsabilité donc, de dire quels étaient les athlètes russes qui pouvaient aller sous drapeau neutre, enfin, qui nous semblaient pouvoir aller sous drapeau neutre aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Ce qui me semble indispensable par rapport aux étapes qui viennent d'être franchies, c'est à la fois le département intelligence et investigation créé par l'AMA, car nous n'aurions pas pu faire le travail qui a été fait à Pyeongchang ou les travaux qui ont été, même la mise à plat de l'ensemble de ce dopage institutionnel, sans qu'il y ait ce département intelligence et investigation aujourd'hui créé. Et c'est un élément qui est, il me semble, majeur. Et sans qu'il y ait dans le nouveau code cette commission de conformité présidée par un juge. Et du coup, ils ont arrêté un processus, ils ont arrêté une position et ils ont respecté leur position. Après, voilà, mais je ne suis plus dedans et donc je ne veux pas aller plus loin. Mais ces deux éléments, et département intelligence et investigation et commission indépendante de conformité, sont à mon avis des éléments majeurs de progrès d'organisation de l'Agence mondiale antidopage. Et pour vous préparer quand même les uns et les autres à poursuivre votre travail législatif et réglementaire, ils ont enclenché là une procédure de révision du Code mondial en cours. Donc ce nouveau Code mondial sera voté en novembre prochain, au moment d'ailleurs du changement de gouvernance de l'Agence mondiale antidopage qui sera donc présidée à l'avenir par une autorité publique et qui sera donc en fonction le 1er janvier 2021. Donc au 1er janvier 2021, tout le monde devra appliquer un nouveau code donc, pour nos compétitions qui interviendront ensuite. Ensuite, les aspects sur la recherche, Madame la sénatrice, sont des aspects que nous partageons. Vraiment, c'est aussi, je crois, l'énorme avantage de pouvoir enfin avoir des groupes communs qui travaillons sur l'intelligence de tout ça et sur une approche qui est un peu plus scientifique, un peu plus qualitative, de partager nos données, car il est très clair qu'il faut qu'on mette, pas dans l'intelligence artificielle, mais on commence néanmoins à mettre, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments,
pays, de passé, de performance qui ne serait pas dans une ligne qui semblerait entre guillemets normale, etc. Donc nous pouvons de mieux en mieux partager les travaux de recherche qui sont faits, y compris les travaux de recherche justement sur des nouvelles méthodes de prélèvement comme la goutte de sang au bout du doigt, qui est un élément sur lequel plusieurs projets de recherche sont en cours pour que nous puissions aller plus loin et surtout être plus friendly, comme les Anglais, avec nos athlètes, quoi, parce que c'est tout de même aussi pour eux un élément majeur. Les zones grises existent sur le plan de la planète. Hein, c'est juste une réflexion qui est peut-être un peu plus personnelle. On voit combien la France met des moyens. Monsieur Caral vient de le rappeler sur la lutte antidopage. On voit combien des pays européens mettent des moyens. Il y avait un seul laboratoire en Afrique. Il était à Bloemfontein, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il a beaucoup de difficultés, ce laboratoire. Est-ce que ces moyens des nations qui, quelquefois, ont des soucis de précarité beaucoup plus importants que les nôtres, il faut exiger le même niveau de moyens publics? Ce sont des questions que l'on doit se poser et donc on doit s'organiser pour accompagner l'ensemble des sportifs du monde entier. Mais demander si l'Éthiopie doit mettre les mêmes moyens que nous mettons est un débat que je vous laisse, mais qui, en termes de réflexion personnelle, m'a toujours posé un certain nombre d'interrogations sur les exigences que l'on pouvait avoir vis-à-vis de l'ensemble des pays du monde pour lutter contre le dopage, même s'ils ont de très grands athlètes. Merci, Monsieur le ministre. Calma. Beaucoup de choses viennent d'être dites très pertinemment et je ne vais pas rajouter. Peut-être deux, trois mots sur l'appareil, parce que je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais enfin, on pourrait peut-être voir. Je vais d'abord commencer par les sanctions. Personnellement, je crois que le mouvement sportif se félicite du transfert, en définitive, des sanctions à la FLD. Parce que, d'abord, ça évite les conflits d'intérêts, et deuxièmement, il y a une égalité qui est donc entre les fédérations, et je crois que ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons dont nous pouvons que nous féliciter. Sur ce qui concerne le calendrier du rugby. Alors, le rugby, surtout avec les résultats qu'ils ont en ce moment, ils en prennent plein la tête, hein, excusez-moi du terme. Mais... Pardon ? On peut parler d'autres sports. Non, mais vous avez raison de dire ce que vous dites. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas se tromper de sujet. C'est pas le nombre c'est pas le calendrier qui est compliqué par rapport à la santé des rugbymen. C'est déjà, si vous voulez, la nature même du sport et qui doit évoluer et qui commence à évoluer d'ailleurs. Bon, malheureusement, la France, elle n'est pas la seule nation qui commande. Hein. Vous avez des nations, encore que je sais que par exemple les Néo-Zélandais, ils réfléchissent beaucoup à transformer un petit peu, si vous voulez, les règlements du rugby en ce qui concerne effectivement les gestes particulièrement graves sur le plan de la santé. Moi, ce que je vois dans la fédération, je ne parle pas des gens qui sont là ou qui étaient là avant, etc. Je parle des responsables et des dirigeants des clubs en particulier sont très attentifs à la santé de leur... Et je pense que c'est la même chose dans les autres sports. Hein. C'est la même chose. Je ne dis pas que le rugby. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, c'est la commotion cérébrale. Partout, on en parle. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de rapports. Il y a des colloques. Là, moi, j'en ai fait 2 cette année avec des spécialistes, à la fois de ces sports et à la fois au plan médical également.
il y a une véritable recherche, si vous voulez, qui est en route pour l'ensemble des sports dits à risque, en particulier de commotion. Mais il n'y a pas que la commotion, il y a l'ensemble des risques, si vous voulez, physiques qui doivent être pris en compte. Et je peux vous dire que la commission médicale du CNOSF en particulier, avec les fédérations, il travaille beaucoup. Alors, d'autant plus que maintenant, on a quand même, alors là, c'est pas la compétition, mais ce qu'on appelle le sport santé maintenant est complètement déterminé. Il y a même un Vidal que nous avons mis en place et qui montre bien que il y a des possibilités dans chaque sport. Alors ça, c'est pas pour la compétition, hein. C'est pas pour la compétition, mais en prévention dite secondaire et tertiaire, c'est-à-dire que des gens qui ont un certain handicap, enfin un handicap, une maladie chronique en particulier, peuvent faire de l'activité sportive, ce qui est important, hein. On ne parle pas que des Jeux Olympiques. J'espère qu'on ne fait pas que ça ici. Je le sais que vous ne faites pas que ça. Mais le rugby, par exemple, a proposé une technique spécialisée pour, par exemple, les femmes qui ont un cancer du sein, etc. Enfin, je ne veux pas développer cela, mais pour vous dire que toutes les fédérations ont cette obligation maintenant, hein, avec des comités sport santé dans chaque fédération, pour déterminer de quelle façon ils peuvent améliorer leur technique et leur règlement, de telle sorte que la santé des sportifs, pas forcément de haut niveau, mais aussi de haut niveau, soit prise en compte par les fédérations pour les règlements, etc. Et il y a ce comité sport santé qui s'adresse aussi bien à la compétition que aux personnes sédentaires, aux personnes en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. C'est un ensemble de choses qu'il faut traiter dans l'ensemble du sport. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'important. C'est des millions de personnes. Voilà. Ça, c'est ce que je peux vous dire sur le... Bon, j'ai dépassé un petit peu, si vous voulez, la question que vous m'avez posée. Pour ce qui concerne l'appareil dont vous m'avez parlé, je voudrais quand même vous dire déjà qu'il y a quelque chose qui est un peu équivalent, qui est le passeport. Le passeport sanguin des sportifs. Et quand on voit qu'il y a, par exemple, des anomalies, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais la FLD, ils connaissent ça très bien. Et ce qu'on appelle le passeport, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce que ça ne donne pas l'autorisation, mais ça montre en fait l'évolution, en particulier des éléments sanguins. Alors ça peut se faire, pour l'instant ça se fait sur le plan avec une prise de sang, mais il est évident qu'avec l'évolution des techniques, on va pouvoir faire en sorte que ce soit les appareils qui permettent de voir s'il y a des anomalies ou pas, à la fois biologiques ou même par rapport à des compétitions dont les résultats ne paraissent pas normaux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous apporter. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Carra ou Monsieur Lafont, peut-être Bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Lozach. Donc, quelques mots en réponse à la question sur les trafics et la problématique des CIRAD. Donc, sur la lutte contre les trafics, il faut dire, et la mise en place des CIRAD, c'est une activité assez récente, hein, puisqu'elle a été mise en place à la suite de la Commission par une instruction en mai 2014. Alors, l'activité vraiment est montée en puissance courant 2015 dans sa mise en place, et c'est vraiment à partir de 2016 où il y a eu une activité de terrain. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelques éléments. Donc, toutes les régions disposent d'une commission régionale de lutte contre les trafics. La moitié de ces régions ont construit des plans d'action pour lutter contre le trafic de substances. Donc, il y a eu une mise en place quand même assez rapide d'une activité significative. En 3 ans, il y a des relations qui se sont créées. Au départ, beaucoup de difficultés à communiquer avec les douanes, les parquets. On s'aperçoit aujourd'hui que les relations se sont beaucoup améliorées. Quelques chiffres précis sur les opérations. En 2017, on a eu 40 réunions opérationnelles avec la justice, l'intérieur, pour mener des opérations. Il y a eu 45 opérations menées sur le terrain. Il y a eu une augmentation
progressive de 2016 à 2017 du nombre d'articles 40 qui ont été sollicités auprès des parquets, donc 0 en 2015 où on était dans la mise en place, 17 en 2016, 23 articles 40 en 2017, dont 14 ont été suivis par les parquets. Donc pour vous montrer qu'il y a une activité quand même croissante depuis la mise en place du dispositif. Un autre chiffre, il y a eu 48 saisies de produits qui ont été réalisées en 2017. Là aussi, une augmentation progressive de 0 à 48 entre 2015 et 2017. Donc c'est une activité récente qui aujourd'hui se construit, met en place un réseau de relations au niveau territorial avec les douanes et les parquets qui est de plus en plus efficace au fur et à mesure que les réseaux fonctionnent, se rencontrent, se réunissent, partagent des informations. Et donc une activité plutôt grandissante. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec les CIRAD ? Je crois que donc les CIRAD, pour faire très court, ce sont des agents de l'État qui sont placés au niveau des services régionaux, qui ont une double activité, qui jusqu'à présent donc diligentaient les contrôles en matière de lutte contre le dopage sous la responsabilité fonctionnelle du département des contrôles de l'AFLD. Et une partie qui est 50% de leur temps dévouée à la lutte contre les trafics dans une relation plus étroite avec l'OCLAESP. Aujourd'hui, les difficultés viennent de 3 ordres. Les CIRAD estiment qu'ils ont besoin d'une liaison avec les contrôles pour pouvoir mener des opérations de terrain. Donc, ils ont tendance à mal réagir sur l'évolution de la politique de contrôle qui est imposée par l'Agence mondiale antidopage, qui cible beaucoup plus les contrôles sur la pratique, sur le sport de haut niveau, puisque 70% des contrôles aujourd'hui sont réalisés sur le sport de haut niveau. Il ne reste plus qu'un volet de 30% pour tout le reste de la pratique sportive. Et quand on sait que les trafics se développent beaucoup dans les salles de remise en forme, dans des pratiques un peu périphériques où les sportifs peuvent avoir accès, mais qui ne sont pas les lieux où se pratique le sport de haut niveau, voilà, ça les a un peu mis en difficulté. Et la troisième mise en difficulté, c'est suite à l'audit de l'Agence mondiale antidopage. Donc l'Agence mondiale antidopage a exigé à ce que dans un souci d'indépendance en matière de contrôle, parce que les agents qui diligentent les contrôles soient placés sous l'autorité non plus seulement fonctionnelle, mais hiérarchique de l'AFLD. Donc ces dispositions doivent être mises en œuvre au 1er mars 2019. Donc le temps est court, vous voyez, pour mettre en place ces choses-là. Comment est-ce qu'on a envisagé de mettre en place ce transfert? Donc pour 2020, 2 étapes. Il y aura une étape en 2020. L'objectif 2020, c'est de faire évoluer, dans le cadre du projet de loi de finances 2020, le plafond de TP de l'AFLD de +4 au minimum, de manière à ce qu'en fin d'année 2019, ils puissent donc opérer le recrutement de 4 agents qui seront chargés de diligenter les contrôles antidopage sur le territoire. Avant, donc, pour 2019, puisqu'on doit mettre en œuvre ce dispositif dès le 1er mars, on est dans une année de transition, 2019. On a donc négocié avec la direction des ressources humaines des ministères sociaux la mise à disposition actuelle des CIRAD à titre gracieux auprès de la FLD pour un pourcentage de mission qui correspond aux besoins en matière de contrôle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en général, c'est 50% contrôle, 50% trafic actuellement pour leur mission, dans la plupart des régions. Sachant qu'il y a quelques particularités, puisque Bretagne, Pays de Loire, c'est un seul CIRAD qui gère ces 2 régions. Et de la même manière, PACA Corse. Donc pour les DOM-TOM, les CIRAD ne sont pas sur des temps pleins, mais sur des temps partiels. Voilà, donc la solution, nous venons de finaliser à peu près un accord avec la direction des ressources humaines. Dès ce soir ou demain, l'AFLD sera sollicité sur le contenu de cette convention et sur la lettre de mission type qui sera proposée aux agents qui seront chargés de diligenter les contrôles. L'opération qui nous reste à conduire dès la fin de la semaine et en début de semaine prochaine, c'est de solliciter individuellement chacun des CIRAD parce qu'il s'agit de volontariat,
pour leur expliquer l'intérêt du dispositif actuel de transition qui ne change pas beaucoup de choses par rapport à la situation actuelle, qui leur permet de continuer à concilier contrôle et lutte contre les trafics, et qui permet de poursuivre leur activité jusqu'à la fin de l'année 2019, dans l'attente du nouveau dispositif, où là, effectivement, ça sera un recrutement par la FLD d'agents de contrôle. Voilà, donc on espère que les choses se dérouleront assez bien, et en tout cas, un courrier a déjà été adressé à tous les directeurs régionaux pour les sensibiliser à cette période de transition qu'est 2019 dans la gestion des CIRAD. Merci, Monsieur Lafont. Monsieur Caron, juste en 2 mots. Et ensuite, oui. Non, pour répondre à la question du sénateur Savin sur la proposition 21 du rapport, qui effectivement proposait que le ministère des Sports puisse valider les calendriers des fédérations des compétitions. Donc il faut rappeler quand même que la loi aujourd'hui fait le lien déjà entre la santé des sportifs et le calendrier des compétitions, puisqu'elle exige des fédérations qu'elles veillent à cette santé, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions. Donc on a déjà un fondement légal qui va permettre de responsabiliser les fédérations à ce sujet-là. C'est vrai que ce n'est pas une question qu'on a examinée ces derniers mois, ces dernières années. Donc moi, je crois davantage au dialogue qu'à imposer et à faire valider par le ministère ce type de calendrier qui relève quand même de l'autonomie des fédérations sportives. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais ce qui m'emmène quand même à rappeler que le ministère des Sports travaille sur la santé des sportifs à différents niveaux, et notamment sur la question du rugby. Récemment, une rencontre a eu lieu avec World Rugby, la Fédération française de rugby, les syndicats de joueurs et d'entraîneurs, pour évoquer la situation des décès, notamment sur les terrains, avec voilà, plusieurs actions fortes qui vont notamment se traduire par un symposium fin mars à Paris autour des accidents et des commotions cérébrales dans le rugby. Donc il y a vraiment la volonté de la ministre d'accompagner les acteurs du rugby sur différents dispositifs à mettre en place, à faire évoluer. Donc il y a une volonté d'avancer sur les règles du jeu, sur les catégories, sur la formation, sur le contrôle, et responsabiliser tous les acteurs de terrain sur ces sujets. Voilà, en parallèle, le ministère des Sports travaille sur différents programmes, et notamment un plan de commotion cérébrale qui devrait associer donc les sociétés savantes, un certain nombre d'acteurs, mais on aura l'occasion d'en reparler à d'autres occasions. Merci. Monsieur Marcelot et Monsieur Recio. Merci. Pour répondre tout d'abord à la première question du sénateur Savin, s'agissant de ce qu'il se fait en matière disciplinaire, notamment dans les autres pays, et ça rejoint finalement l'autre question qui a été posée ensuite sur les inégalités de traitement que l'on pourrait trouver dans les pays selon leurs ressources, à laquelle Madame Fourniron a déjà en partie répondu. Je rappellerai que le Code mondial antidopage, comme il a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui, a vocation à s'appliquer sur l'ensemble de la planète avec les mêmes règles, et que l'AMA s'est doté en avril 2018 d'un standard pour la conformité qui a vocation à soumettre finalement l'ensemble de ses signataires, c'est-à-dire les fédérations internationales, les organisations nationales antidopage et les organisateurs qui sont signataires, aux mêmes règles. C'est le cas en matière disciplinaire en particulier, où normalement l'ensemble des signataires vont proposer la renonciation à l'audience ou composition administrative en France, ou utiliser les mêmes barèmes de sanctions. Donc on est dans un système qui est a priori harmonieux. Ce standard est récent et tous les pays n'ont pas encore, comme la France, fait l'objet, ou toutes les ZONA, Organisation nationale antidopage, n'ont pas encore fait l'objet d'audit, mais on peut imaginer qu'à terme, à tout le moins, tout le monde aura les mêmes règles. Je crois qu'en matière disciplinaire, c'est globalement le cas. Voilà pour cette première question. Ensuite, s'agissant des questions posées sur l'innovation au plan scientifique notamment, et ça rejoint aussi une autre question qui a été posée. Alors effectivement, il y a des études qui ont été médiatisées récemment au sujet de nouvelles méthodes statistiques, je dirais, pour prédire des résultats anormaux, mais des résultats sportifs, pas des résultats biologiques. C'est certainement des indicateurs qui ont peut-être vocation à être fiables. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus
comme étant des méthodes de détection du dopage. Ils le seront peut-être un jour, mais en tout cas aujourd'hui, ils ne font pas partie de l'arsenal de détection. En revanche, en matière d'innovation, certes, les tricheurs innovent, mais la détection innove aussi. Le passeport biologique, il en a été question il y a quelques minutes, a fait ses preuves, en particulier auprès de fédérations internationales qui se sont bien spécialisées en la matière. Donc ça, pour le profil biologique. En matière génétique, aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait un dopage génétique avéré. C'est de l'ordre du potentiel, mais je crois que l'Agence mondiale antidopage et la communauté scientifique est prête à relever, on va dire, le défi de détecter en la matière. Et enfin, on sait qu'il y a des pratiques avec des microdoses qui peuvent être plus difficilement détectables. Quant aux durées d'élimination des produits, les fenêtres de détection, là aussi, la science progresse et la communauté scientifique antidopage progresse pour être au plus près, finalement, des résultats d'analyse anormaux qu'elle doit découvrir. Voilà pour ces questions-là. Je passe la parole à Damien Riccio qui va compléter sur les autres questions. Je vous remercie. Monsieur le Président, effectivement, je vais me concentrer sur les axes opérationnels qui ont été évoqués par messieurs les sénateurs. Je vais commencer par la problématique des préleveurs, évidemment, qui est essentielle pour l'agence, puisque ce sont les premières personnes qui, sur le terrain, représentent l'agence, sont en contact avec les sportifs. Donc, nous avons effectivement revu le barème des vacations pour éliminer ou atténuer les effets de seuil que l'on pouvait observer de manière corrélative avec la mise en place d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle plateforme pour l'organisation de nos contrôles. La situation aujourd'hui est apaisée et donc notre système de prélèvement, évidemment, fonctionne parfaitement. Néanmoins, l'agence s'est toujours inscrite dans une priorité de professionnalisation au niveau de cet acte qui va déterminer toute la solidité de la procédure, et nous faisons un effort certain en matière d'éducation et d'évaluation de ces préleveurs. Nous avons actuellement 210 préleveurs. Monsieur Lozach avait fait remarquer dans ses propositions qu'il fallait en baisser le nombre et une fois de plus jouer sur la qualité. C'est évidemment ce que nous allons faire. Nous avons élargi le spectre des compétences pour les profils des personnes qui pourraient faire des prélèvements, en y incorporant notamment des anciens OPJ, d'autres professionnels de santé. C'est très important, ces gens qui sont sur le terrain sont à même aussi de nous rapporter des informations qui sont très, très importantes pour nous. Par ailleurs, et Madame Fourneron le signalait, il est bien évident que notre objectif et notre prisme absolu reste aussi Paris 2024 et surtout, et que nous avons absolument la nécessité de former des personnels qui seront compétents pour Paris 2024. Dans cet angle, justement, dans cette optique, nous allons envoyer des préleveurs lors des Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, à la demande du comité d'organisation japonaise qui leur conférera une expérience en matière olympique qui sera non négligeable. Et enfin, nous avons mis en place des statuts professionnels au niveau des préleveurs, puisque nous en avons 3 qui travaillent à plein temps pour l'agence, et c'est une expérience qui s'est révélée absolument précieuse. Je vais continuer par les CIRAD, dont la situation a été évoquée évidemment par mes collègues et amis du ministère. Donc la situation aujourd'hui est complexe et s'annonce complexe pour l'année 2019, puisque ce sera une situation de transition, bien évidemment, avant que l'agence puisse elle-même engager les préleveurs qui seront des agents de contrôle, donc qui monteront des opérations de contrôle. Nous allons essayer de tenir nos objectifs au niveau du plan annuel des contrôles. J'imagine, et je sais par ailleurs qu'un certain nombre de CIRAD ont déjà pris des engagements professionnels face à l'incertitude qui était la leur au niveau de leur métier. Donc voilà, il va falloir trouver une solution, mais je pense que nous la trouverons. Je vais évoquer rapidement la question des calendriers, qui est très importante pour nous dans le cadre du ciblage et de notre stratégie de contrôle. Bien évidemment, nous n'avons pas la qualité pour valider les calendriers fédéraux, mais ce sont des données au niveau du temps, au niveau des charges de travail, au niveau des temps de récupération également, qui sont extrêmement importantes pour cibler. Donc, nous identifions pour chacun des sports, et en ce, nous suivons un standard de l'agence
mondiale antidopage, enquête et contrôle, nous identifions les périodes propices au contrôle. Évidemment, dans le cas du rugby, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, nous savons exactement quand est-ce que la récupération est la plus importante et quand est-ce que la vulnérabilité des rugbyman et des sportifs pour prendre des produits exogènes peut être la plus tentante. C'est à ce moment-là, justement, que nous allons diligenter les contrôles inopinés. Je continue avec les trafics, qui est une problématique évidemment qu'on ne peut dissocier du contrôle antidopage, même si l'agence ne s'en occupe pas directement. Nous siégeons dans les comités, dans les commissions de lutte contre les trafics. Nous sommes confrontés à une situation que nous avions déjà imaginée. C'est que les trafics sont très importants, mais il s'agit ensuite de déterminer la qualité des personnes qui sont impliquées dans ces trafics et de déterminer si ces personnes répondent à l'identité du sportif telle qu'elle est définie par le Code du sport. Néanmoins, je pense que cette législation qui existe en France est un atout considérable, notamment dans la perspective des compétitions internationales qui vont arriver. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de fonctionnaires dans différentes administrations opérationnelles qui, d'ores et déjà aujourd'hui, sont sensibilisés à la problématique de l'antidopage, connaissent les produits, sont formés, notamment par le CLAESP, et c'est un atout dont il faudra user pour les compétitions à venir. Je rajoute d'ailleurs qu'on a oublié la Coupe du Monde féminine qui aura lieu très prochainement en France, qui est un événement majeur. Je reviens également sur l'aspect physiologique pour compléter la réponse de mon collègue Antoine Marcelot. Effectivement, un volet physiologique était initialement prévu dans le cadre du passeport de l'athlète. Il n'a pas encore vu le jour, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais une fois de plus, c'est une précision importante. Nous avons la volonté de suivre les performances des athlètes de très haut niveau et de noter et de souligner lorsque celles-ci présentent des incohérences majeures pour intervenir le plus rapidement possible. Et enfin, pour répondre de manière précise sur la volonté que le département des contrôles a de développer son axe d'investigation qui correspondait également à l'une des 60 mesures. Je vous informe, et vous le savez sûrement, que mon adjoint est un officier de gendarmerie de l'OCLAESP, dont on a parlé tout à l'heure, qui est détaché dans mon service, que je peux également m'appuyer sur un policier qui a été mis à disposition par la police nationale et qui s'occupe des contrôles inopinés, donc qui apporte son expertise d'investigation à ces fonctions. Et je pense que ce sera l'un des chantiers majeurs à venir du département des contrôles. Merci, monsieur. Pour conclure, Jean-Jacques Lozach, puis je terminerai très rapidement également. Oui, merci. Bon, à cette heure avancée, je crois qu'il serait malvenu de ma part que de relancer un certain nombre de questions. Donc, je limiterai mon propos à 2-3 rapides et brèves observations. Tout d'abord, pour faire le lien avec l'actualité, je crois que vous avez bien compris que ces dernières années, notre commission sénatoriale est très soucieuse, très attentive à toute la dimension éthique, la dimension morale, la dimension déontologique des pratiques sportives, et notamment à la lutte contre toutes les dérives du sport, et le dopage fait partie de ces dérives du sport. Nous sommes dans une période où l'on parle beaucoup de nouvelle gouvernance, hein, c'est ça qui domine l'actualité. C'est vrai que nous ne sommes pas directement impliqués dans cette réorganisation à venir, puisque un simple décret du Conseil d'État suffit pour supprimer le CNDS et pour créer l'Agence nationale du sport. Mais ce que nous souhaiterions, bien évidemment, c'est que dans cette phase-là, toute cette dimension éthique, alors peut-être à travers justement un axe fort d'une prochaine loi, ne prenne pas de retard par rapport à tous ces problèmes d'organisation, de fonctionnement et de gouvernance. Une deuxième observation, quand je compare ce qui constituait des sujets très intenses, très sensibles, voire polémiques il y a quelques années et aujourd'hui, je crois qu'il y a des sujets qui ont perdu leur intensité en quelque sorte. Je pense en particulier à tous ces débats que nous avions eus autour de la géolocalisation des sportifs de haut niveau, le système Adams, etc., dont on a besoin pour procéder à des contrôles inopinés.
Bien. Et qui étaient souvent présentés comme des atteintes aux libertés individuelles, et en particulier à la liberté de circulation. Bon, il semblerait effectivement que ce type de sujet est perdu en intensité. Et sur un autre niveau aussi, je me souviens que beaucoup de témoignages portaient sur le recours aux compléments alimentaires. Compléments alimentaires. Hein. Il y avait une peur panique de certains présidents de fédérations en particulier. Je pense par exemple à l'intervention de Vincent Collet, qui est entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France de basketball, et qui était terrifié justement par la situation des basketteurs évoluant en NBA, où on a une situation quand même beaucoup plus laxiste qu'en France. Et il semblerait, alors grâce sans doute à la norme AFNOR, que nous ayons sérieusement progressé dans toutes ces craintes liées aux compléments alimentaires. Voilà, en tout cas ma conviction, hein, pour quasi conclure, c'est que aujourd'hui il est quand même beaucoup plus difficile qu'auparavant pour passer entre les mailles du filet, me semble-t-il. Bon, et je terminerai en disant que notre objet à travers cette matinée, c'était en particulier, contrairement à d'autres missions d'information, à d'autres commissions parlementaires, de faire en sorte qu'il y ait un suivi, une sorte d'évaluation. Je pense que nous y sommes largement parvenus, et nous y sommes parvenus grâce à votre présence, grâce à vos interventions, grâce à votre implication collective. Donc je tenais à vous en remercier. Je pense effectivement que c'est un sujet qui méritait ce type d'interpellation, ce type d'attention, et je vous en remercie très, très chaleureusement. Merci Jean-Jacques. À mon tour de vous remercier de votre présence, des nombreuses questions des sénateurs qui, vous l'avez vu, sont très soucieux du sport et de la lutte contre le dopage, et puis de la qualité de vos réponses, de votre disponibilité, surtout qualité de votre réponse et la franchise à laquelle vous pouvez en tout cas vous exprimer. Merci à vous. Je rappelle à mes chers collègues que la prochaine réunion est à 16h30, salle Monory, avec le défenseur des droits, Monsieur Toubon. Merci.